Dans cette vidéo, on va étudier l'algorithme de Gram-Schmidt qui construit des bases orthonormées à partir de bases vectorielles. Et ça montre en particulier que dans tout espace euclidien de dimension finie, il existe des bases orthonormées. Alors, on va commencer par considérer une base vectorielle V constituée des vecteurs V1 jusqu'à Vn, quelconque. Et l'idée, c'est qu'on va prendre chacun des vecteurs dans l'ordre. On va commencer par V1, puis V2, et ainsi de suite jusqu'à Vn. Et on va tourner, on va modifier un petit peu ces vecteurs pour construire une famille U1, U2 jusqu'à UN, de sorte que le vecteur UI, qui va être la IM construction donc, va être orthogonal à tous les vecteurs U1 jusqu'à UI-1 qui le précèdent. Et grâce à ce procédé, à la fin, on aura une famille U qui est égale à U1 jusqu'à UN, qui sera une base orthogonale. Et pour obtenir une base orthonormée, ensuite on divisera chacun des vecteurs de cette base par sa propre norme et on obtiendra une base orthonormée. Allons-y, on va commencer par construire le premier vecteur U1. Bon, ça c'est facile, on va juste poser U1 égale V1. Bon, jusqu'à là aucune difficulté. Ensuite, pour le second vecteur, là en revanche, il va falloir réfléchir un petit peu. On va devoir le tourner en un certain sens pour le rendre orthogonal à U1. Donc on va construire U2 qui est orthogonal à U1. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à V2, qui est, en gros, on va partir de V2, et on va rajouter à V2 un certain nombre de fois U1 pour qu'à la fin, on ait un truc qui soit orthogonal à U1. Autrement dit, on va poser U2 est égal à V2 plus alpha de 1 U1, où alpha de 1 est un scalaire qui dit combien de fois il faut ajouter U1 à V2 pour obtenir un vecteur U2 qui va être orthogonal à U1. Intuitivement, sur ce dessin, on voit qu'il y a bien une bonne quantité de U1 à ajouter pour que ce soit le cas. Alors, on peut retraduire ça algébriquement. Et donc, ce que l'on veut, c'est un scalaire alpha de 1, de sorte que le produit scalaire U2 scalaire U1 est nul. Or, U2, on a son expression, donc on remplace par son expression, on obtient U2 scalaire U1 est égal à V2 scalaire U1 plus alpha de 1 U1 scalaire U1 en utilisant la linéarité à gauche du produit scalaire. Donc ceci nous donne une équation sur alpha de 1 qui nous reste à résoudre. Et lorsqu'on résout ça, on obtient alpha de 1 qui est égal à moins V2 scalaire U1 divisé par U1 scalaire U1. Voilà qui nous définit U2 est égal à V2 moins V2 scalaire U1 divisé par U1 scalaire U1. Passons maintenant au troisième vecteur. Cette fois, on va partir de V3 et on va ajouter suffisamment de fois U1 et U2 pour construire un vecteur U3 orthogonal au précédent. Encore une fois, il est bon de voir que géométriquement, il semble inéluctable que ce soit le cas. En effet, les combinaisons de la forme U3 est égal à V3 plus alpha 3 de U2 plus alpha 3 U1 pour différentes valeurs des scalaires U alpha 3 1 et alpha 3 2 correspondent au plan affine parallèle au plan engendré par U1 et U2 mais passant par V3. Et ce plan du coup va forcément couper la verticale qui est orthogonale au plan engendré par U1 et U2. Et c'est l'intersection de ce plan et de cette droite qui va être le vecteur U3 que l'on veut construire. Alors pour ce faire, il nous suffit de remarquer que ce vecteur U3 doit être orthogonal à U1 et U2, ce qui nous donne les équations. 0 est égal à U3 scalaire U2, donc là on va remplacer U3 par son expression, ce qui nous fait V3 scalaire U2 plus alpha 3 2 U2 scalaire U2 plus alpha 3 1 U1 scalaire U2. Or, U1 scalaire U2 par construction est égal à 0. Du coup, on n'a plus que les deux premiers termes. Et de façon similaire, on a 0 est égal à U3 scalaire U1. Ça, c'est ce que l'on veut. U1 orthogonal à U3. Et si on remplace U3 par son expression, on a V3 scalaire U1 plus alpha 3 1 U1 scalaire U1. Et puis, il y a le terme en U2 scalaire U1 qu'il est égal à 0 puisque U2 est orthogonal à U1. Et du coup, on obtient finalement alpha 3,2 est égal à moins V3 scalaire U2 divisé par U2 scalaire U2 et alpha 3,1 est égal à moins V3 scalaire U1 divisé par U1 scalaire U1. Plus généralement, supposons que l'on a orthogonalisé les k-1 premiers vecteurs U1 jusqu'à UK-1. On construit alors UK est égal à VK plus la somme des alpha KI UI. En effectuant des projections orthogonales sur les directions UI, on obtient des équations de la forme 0 est égal à UK scalaire UI. C'est ce que l'on veut. On veut que UK soit orthogonal à UI. Et ça, en remplaçant UK par UI, c'est égal à VK scalaire UI plus la somme des alpha KJ UJ scalaire UI
Or, uj scalaire ui c'est égal à 0 si j est différent de i. Et du coup, on se retrouve avec l'équation 0 est égal à vk scalaire ui plus alpha ki ui scalaire ui. D'où alpha ki est égal à moins vk scalaire ui divisé par ui scalaire ui. Et ça nous permet de définir uniquement le vecteur uk. Et ensuite, on construit par récurrence sur k, ensuite uk plus 1, uk plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait construit tous les u1 jusqu'à un. Par construction, on a alors ui scalaire uj est égal à 0 pour tout i différent de j. Alors, il y a une autre façon peut-être plus élégante de comprendre cette construction. Revenons-en à la construction du troisième vecteur u3 pour comprendre cela. Ce que l'on voulait déterminer, c'était la combinaison des autres vecteurs orthogonaux U1 et U2 qui permettait de ramener V3 sur l'axe vertical. Il y a une façon assez naturelle de déterminer cette combinaison. Il suffit de projeter orthogonalement V3. Le vecteur qui correspond à cette projection orthogonale, c'est projection sur U1 et U2 de V3 qui est égal à V3 scalaire U1 fois U1 divisé par la norme de U1 au carré plus V3 scalaire U2 fois U2 divisé par la norme de U2 au carré. Pour obtenir le vecteur U3 que l'on cherche, il suffit de retrancher ce vecteur à V3, c'est-à-dire de poser U3 est égal à V3 moins la projection orthogonale sur U1 et U2 du vecteur V3. Et je vous laisse vérifier que l'équation que l'on vient d'écrire là est en fait exactement la même que l'équation que l'on avait écrite précédemment avec l'autre raisonnement. Bref, on a maintenant une base orthogonale U. Pour définir une base orthonormée E est égale à E1 jusqu'à En, il nous suffit de normaliser les vecteurs de la base, c'est-à-dire de poser EI est égal à UI divisé par la norme de UI, de sorte que EI scalaire EI va être égal à UI scalaire UI divisé par la norme de UI au carré, qui va être égal à UI scalaire UI divisé par UI scalaire UI. Bon, c'est égal à 1 tout ça. Et puis on a toujours l'orthogonalité. Si je prends EI scalaire EJ, ça me fait UI scalaire UJ divisé par la norme de UI fois la norme de UJ. Et donc ça c'est égal à 0. Le numérateur est égal à 0 si I est différent de J. Ça y est, on a construit une base E et on a prouvé qu'elle était orthonormée. Voilà qui achève la construction de la base orthonormée par l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors, les équations de cette construction sont assez atroces à écrire. Il ne faut pas les retenir par cœur. Ce qu'il faut retenir, c'est le principe de cette construction, la manière dont on s'est pris pour construire chaque nouveau vecteur de la base que l'on orthogonalise, de la base U. Je vous conseille notamment de vraiment comprendre l'intuition géométrique de cet algorithme de Gram-Schmidt, qui est assez simple et assez naturel. Et ensuite, vous devriez vraiment vous entraîner à retrouver très rapidement les équations à partir de l'intuition géométrique.